bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons le docteur Patrick Mesters et le Master Coach Marc De Wilde, tous deux connectés depuis la Belgique et plus précisément à Bruxelles pour Patrick et à Waterloo pour Marc. Nos deux orateurs vont présenter épuisement et souffrance des individus, regard croisé d'un neuropsychiatre et d'un master coach. Bonsoir, docteur Patrick Mesters. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, Marc De Wilde, master coach. Bonsoir à tous. Alors, comment allez-vous ce soir tous les deux? Commençons par Patrick. Je vais très bien et je vous remercie tous de nous accueillir ce soir. Je me réjouis de parler et d'échanger à propos de l'épuisement et de la souffrance des individus qui constitue aujourd'hui un problème important tant au niveau des individus qu'au niveau de nos sociétés. Ravi également d'être parmi vous, au milieu de cette grande communauté de synergiens et de synergiennes. Et effectivement, le thème est d'actualité et d'importance et a des implications et des ramifications de plus en plus profondes. Donc, le moment est propice pour aborder ce thème tout à fait d'actualité. Merci à tous les deux. Vous avez reçu énormément de réactions suite à votre exercice pré-webinaire. C'était vraiment impressionnant et je pense que ça continue. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qui a attiré votre attention lors de la lecture des commentaires? Pour ma part, j'ai trouvé que beaucoup de questions reflétaient un souci, une connaissance même déjà assez complète de la problématique, et tous allaient dans le sens de s'interroger sur la signification, sur le sens de l'irruption de cet épuisement dans notre société aujourd'hui. Et donc, ça répond un peu à la philosophie de notre intervention qui va parler non seulement de la souffrance des individus, mais aussi de la souffrance d'une société. Et quant à moi, ce qui m'a le plus touché, ce sont les témoignages de nombreuses personnes qui elles-mêmes ont vécu un burn-out et qui va, je crois, apporter ce soir non seulement une dimension intellectuelle à ce thème, mais également une dimension émotionnelle. Alors, nous avons des réactions. Bonjour de Belfort de la part d'Olivier. Nous avons Benoît de la Tunisie. Nous avons bonsoir d'Aix-en-Provence de Karine. Bonsoir, ravi de vous rejoindre Françoise. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Un sujet passionnant, nous dit Monique. Alors, ça continue. Nous avons bonsoir de Olao de Elsa. Bonsoir de Paris, nous dit Sabine. Bonsoir de Woluwe-Saint-Pierre, c'est pas loin de chez nous, ça, nous dit Lara. Bonsoir de Suisse, de Saint-Hippolyte du Québec, c'était Véronica de Suisse, et Hippolyte, Québec, c'était Hélène. Donc, énormément de monde ce soir, et on nous dit vraiment, donc, Genval, Montréal, Neuchâtel, Montmartre, Casablanca, Bruxelles, Marseille, Cécile, Toulouse, voilà, Grenoble et compagnie, ça n'arrête pas. Donc voilà, nous sommes bien connectés de partout pour suivre votre sujet. Alors, avant de vous lancer, petite présentation. Alors, Patrick Mesters, médecin et neuropsychiatre, après une carrière de cadre en charge de la recherche clinique pour les maladies du système nerveux central au sein d'une entreprise pharmaceutique internationale, Patrick, tu es le fondateur du réseau pluridisciplinaire du suivi et prévention de la souffrance au travail. En plus court, le réseau Burnout. Ce réseau est constitué d'une équipe de médecins, psychologues, coachs, juristes, etc. Le réseau assure la prise en charge ambulatoire de personnes avec pathologies liées à la charge psychosociale au travail, épuisement, burn-out, harcèlement, troubles psychosomatiques, psychologiques, psychiatriques, dépression, anxiété, etc. Tu es également le fondateur et le directeur de l'Institut européen d'intervention et de recherche sur le burn-out, dont la mission consiste à mener des enquêtes, diagnostics, bien-être, installer des programmes de prévention de l'épuisement professionnel au sein des organisations, secteur hospitalier et des soins parastatals, secteur social, etc., et des entreprises privées, nationales et internationales, pharma, bancaire, chimie, etc.
organiser des séminaires, ateliers sur les risques psychosociaux et la gestion systémique de la prévention. Patrick, tu es maître d'enseignement honoraire de la faculté de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Tu as suivi une formation en tant que coach à Paris et tu es également auteur de nombreux articles scientifiques et de 2 ouvrages sur la question du burn-out. Vaincre épuisement professionnel chez Robert Laffont, que voici, et du livre Le Burn-out, édition Marabout, que voici également. Alors Patrick, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que les synergiennes et synergiens puissent en savoir davantage sur toi? Je dirais, outre la passion qui m'anime pour la complexité du sujet et une certaine forme d'empathie quand même, ce qui m'intéresse, c'est essayer de découvrir du sens derrière tout ça, et ce qui m'intéresse, c'est aussi la philosophie. Alors, autour de Marc. Donc, Marc De Wilde, tu es devenu coach et membre actif d'ICF en 2003, suite à ton périple de 3 mois et demi à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette expérience initiatique t'a fait découvrir un monde intérieur insoupçonné et la richesse des partages authentiques. Avant ce moment charnière, Marc, tu as eu une carrière de serial entrepreneur, puisque tu as lancé avec succès plusieurs entreprises dans le monde des nouvelles technologies. En tant qu'exécutif coach, tu accompagnes tant les dirigeants de sociétés bien établis que les fondateurs de start-up pour lesquels tu conserves une affection particulière. Marc, tu as d'ailleurs gardé ton âme d'entrepreneur, cette fois en tant que citoyen engagé, puisque tu as contribué avec ton épouse au lancement de plusieurs initiatives de transition à Waterloo, votre commune de résidence, épicerie coopérative, promotion de la mobilité douce, potager collectif, repère café, mouvement zéro déchet, etc. En tant que superviseur de coach, tu accompagnes tant les nouveaux coachs dans le lancement de leur activité que les exécutifs coachs expérimentés. Tu consacres également 1 à 2 jours par semaine à l'accompagnement de personnes confrontées à une problématique de burn-out, et ce, au sein du réseau pluridisciplinaire de suivi et prévention de la souffrance au travail fondé par le docteur Patrick Mesters. Alors Marc, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Il y a quelques années, j'étais sorti avec une bande de copains et pendant la soirée assez animée, un des gars sort qu'il avait un jour réussi à faire tenir un œuf sur sa pointe. Ça m'a interpellé et donc à la sortie du bar, j'ai été le retrouver et je lui ai demandé est-ce que vraiment il est possible de faire tenir un œuf sur sa pointe. Et il m'a répondu en riant, écoute, t'as qu'à essayer et tu seras bien fixé. Du coup, j'ai bloqué une après-midi entière dans mon agenda et le jour convenu, j'ai sorti un œuf du frigidaire et j'ai commencé sur la table de la cuisine à essayer de faire tenir cet œuf sur sa pointe. Ma femme me regardait avec des yeux ronds en se tapotant le front et après 2h30, l'œuf tient sur sa pointe. Au-delà du plaisir du défi réussi, il y a par résonance, un alignement intérieur, un centrage et une suspension de pensée. Ça n'a duré que quelques secondes, mais j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Merci Marc. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu penses que j'ai autant de chances que toi de faire tenir cet œuf, vu que je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes pas, équipés de la même manière. Nous prendrons rendez-vous, Yotis. Vous allez nous parler de l'épuisement et souffrance des individus, un regard croisé entre un neuropsychiatre et un master coach. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre et comment s'est passé ce premier contact entre vous? Patrick et moi, nous nous connaissons depuis une quinzaine d'années maintenant. Et notre première rencontre s'est passée en fait à l'ICF pendant un atelier au chapitre belge. C'était un exercice sur un porte-avions, je me souviens plus fort des détails, mais le match tout de suite passé. Et depuis lors, bon, nous avons grand plaisir à converser, à philosopher, à échanger et même donc à travailler ensemble, pour ma part, 2 jours par semaine au sein de ce réseau. Et ce qui nous a amené à ce webinaire ce soir, c'est tout simple, c'est en novembre
suite à une demande de l'ICF, je donne une conférence au chapitre belge, de nouveau sur le même sujet. Patrick est présent et répond à quelques questions. À la fin du séminaire, Yotis vient nous trouver et nous demande d'organiser un webinaire pour les synergiens et les synergiennes. Et nous voilà. En effet, c'est exactement comme ça. Donc, il y avait la conférence. J'ai trouvé ça fantastique qu'un neuropsychiatre collabore avec un master coach sur le sujet. Et j'ai trouvé le moment opportun de vous faire cette proposition. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ce webinaire exceptionnel. Et je vous en remercie encore. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, merci Patrick, merci Marc. Je vous invite à commencer votre présentation. Et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Épuisement et souffrance des individus. Un titre peu réjouissant, mais qui représente malheureusement la réalité de nombreuses personnes, particulièrement dans le monde du travail. Et c'est sur l'épuisement professionnel que nous allons axer notre exposé de ce soir, ce qu'on appelle communément le burn-out. Mais il y a aussi l'importance des mots. Les philosophies orientales font la distinction entre douleur, qui est un phénomène objectif, et souffrance, qui est le rapport subjectif de l'individu à la douleur ou à l'épuisement dans ce cas-ci. Alors, ça induit une notion de responsabilité, mais également un espace de liberté, une marge de manœuvre, un choix dans la façon dont nous réagissons par rapport aux événements. Nous y reviendrons plus tard. Ça, c'est pour la dimension psychologique. Le sous-titre « Reflet miroir d'un système et de son paradigme », sous-titre un peu pompeux, j'en conviens, aborde plus la dimension sociologique. Et je laisse Patrick un peu développer ce point-là. Alors, pour comprendre un burn-out qui survient chez une personne, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel elle évolue. Le contexte en question comprend non seulement le milieu familial, le milieu personnel, mais aussi l'organisation dans laquelle elle exerce son métier. Et au-delà de l'organisation, en métaniveau, je dirais, il y a également une société avec ses valeurs, avec ses contraintes, avec ses priorités. Et l'un et l'autre, l'individu et tous ces niveaux de système sont imbriqués les uns dans les autres. Pour comprendre le burn-out, il faut analyser les choses d'une façon globale et systémique. Un système étant un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Et nous verrons aujourd'hui que le but dans notre société et dans le monde du travail est parfois à un tel point déviant qu'il provoque de la souffrance. Jetons un pavé dans la mare, justement, ce qu'on entend assez régulièrement dans la bouche de responsables d'organisation, dans la bouche de politiques et même dans la bouche de personnes que nous connaissons, c'est que finalement, le burn-out est peut-être le prix à payer pour profiter du progrès. J'ai l'impression que ces mêmes personnes avaient tendance à assimiler le burn-out à la dépression, il y a quelques années, lorsque le burn-out n'était pas encore très, très connu. Et c'était une façon, me semble-t-il, de faire porter la charge par l'individu seulement. Et une façon de se dédouaner. Mais il y a eu pas mal de questions justement sur cette distinction dépression, burn-out, et c'est peut-être le moment, Patrick, pour clarifier cette différence entre burn-out et dépression. Alors, dans la dépression, je nomme la dépression qu'on appelle majeure dans le métier. Il y a une perte de plaisir, d'intérêt pour toutes les activités, pour tous les aspects de la vie en général. La vie n'a plus de sens et n'a plus de sel. Dans le burn-out, cette perte d'intérêt est d'abord focalisée, réservée au domaine professionnel. Il faut savoir cependant que des burn-out qui sont mal diagnostiqués et mal accompagnés peuvent virer vers une dépression majeure. Dans la dépression, vous avez une tristesse très importante, tandis que dans le burn-out, la tristesse n'est pas un des premiers symptômes, elle est plutôt remplacée, elle fait plutôt place à une certaine forme de panique, de désarroi. Une phrase que les gens vous répéteront souvent, que vous avez probablement déjà entendue, c'est
docteur, monsieur, je ne me reconnais plus, ce n'est plus moi-même. Et il y a une panique parce qu'il n'y a plus de connexion de l'individu à ce qu'il fait lui-même, à ce qui fait son essence. Ensuite, vous avez des idées suicidaires avec des intentions et parfois des passages à l'acte, malheureusement, dans la dépression. Dans le burn-out, vous avez des idées suicidaires sans, en général, intention de passage à l'acte. Quoique, il y ait des situations dramatiques dans l'actualité, mais qui sont moins importantes que dans la dépression. Vous avez de part et d'autre des troubles du sommeil et vous avez parfois dans les dépressions graves un sentiment de désespoir tel que le patient vous dira ça ne sert à rien de me guérir, je suis ruiné, la dépression est une sorte de punition. Ce qui n'est pas le cas dans le burn-out. Dans le burn-out, les gens vous diront de façon paradoxale, d'une façon dont je ne comprends pas le sens, j'aime encore mon métier. Le diagnostic final est un diagnostic, et je le répéterai tout au long de notre exposé, est un diagnostic médical, parce que même pour un professionnel, il nous faut parfois plusieurs consultations avant de faire la différence. Voilà, le ton est donné, hein, le cadre est posé, et nous allons structurer notre intervention de ce soir autour de 3 niveaux. Le niveau de la personne, le niveau de l'organisation et le niveau sociétal. Avec chacun de ces niveaux un enjeu propre et nous y reviendrons plus tard. Mais avant ça, ce serait intéressant, Patrick, si tu pouvais nous donner la définition du burn-out, quelques chiffres, les causes et le cadre légal. Alors, la première personne qui a défini ou approché le burn-out, c'est un psychanalyste américain, Freudenberger, qui, en observant les personnes qui travaillaient avec lui, qui étaient des gens dévoués, des psychologues, des médecins, des assistants sociaux, qui travaillaient dans le suivi d'autres patients qui, eux, étaient dépendants aux drogues dures, il se rend compte que les membres de son équipe s'épuisent. Et il décrit alors que le burn-out serait un état de fatigue ou de frustration qui résulte du dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas donné des bénéfices escomptés. Et là, il insiste déjà sur l'importance de la reconnaissance et la reconnaissance non monétaire. Et puis, les définitions ont fleuri et en mai 2019, l'OMS a tenté de circonscrire le problème en proposant la définition suivante. Le burn-out, c'est un syndrome, c'est-à-dire une suite, une liste de symptômes qui résultent d'un stress chronique au travail, je dis bien au travail, qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments. Un épuisement physique. Les gens vous diront qu'ils sont fatigués, quel que soit le nombre d'heures durant lesquelles ils dorment. Ils se réveillent fatigués. Pendant la journée, ils doivent prendre des siestes, le temps de sieste. Ils ont des douleurs pour lesquelles on ne trouve pas de diagnostic. Ils ont des troubles de mémoire, des troubles de concentration, une difficulté à maintenir l'effort intellectuel. Ils ont même parfois, pour certains, des désorientations spatiales, se trompent de chemin. Il y a ainsi un deuxième symptôme qui s'installe, c'est du cynisme, une déshumanisation. Les gens deviennent agressifs. Le médecin ou l'infirmière vis-à-vis de son patient, l'instituteur vis-à-vis de son élève, l'employé de banque vis-à-vis du client. Il y a comme une déshumanisation, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent plus à entretenir une relation, je dirais, conviviale, empathique envers l'autre. Ils ne se reconnaissent plus non plus, à nouveau, parce que ce sont des gens, des hommes et des femmes engagés dans leur métier, qui ont un idéal, qu'ils se donnent et qui, à un moment donné, sont devant un phénomène qui ne s'explique pas. En fait, il y a une perte de sens et de satisfaction professionnelle, quoique ils disent à nouveau, docteur, ce métier, je l'adore, mais le faire dans les circonstances actuelles, c'est impossible. Il faut savoir également que derrière tous ces symptômes coexistent des problèmes organiques qui sont classiques et auxquels il faut faire très attention, à savoir des troubles endocriniens comme l'hypothyroïdie, des troubles cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus du myocarde ou de l'hypertension artérielle, des troubles du sommeil
pour lesquels il est nécessaire parfois de faire un enregistrement pour détecter quels sont les facteurs dans l'organisation du sommeil qui interviennent, qui participent à l'épuisement. Vous avez des problèmes de douleur, vous avez des problèmes dermatologiques, un système immunitaire qui s'effondre avec une sensibilité accrue aux différentes infections. Donc, le message ici que je veux vous donner, c'est soyez prudents et demandez confirmation d'un diagnostic par un médecin, car certains symptômes que je viens de vous décrire, comme par exemple dans l'hypothyroïdie, provoquent et produisent des symptômes identiques à ceux du burn-out, par exemple, des troubles du sommeil, une dépression, des problèmes digestifs, des problèmes de mémoire et de concentration. Il faut être très prudent avant de conclure qu'il s'agit d'un burn-out, car il faut écarter avant tout diagnostic d'autres origines. Alors, quelques chiffres. Il y a des chiffres qui sont produits dans différentes études à travers le monde. Le problème, c'est que la méthode scientifique qui est employée pour faire ces enquêtes est une méthode qui n'est pas rigoureuse, dans le sens où elle n'est pas uniforme, chacun employant des méthodes statistiques et des échelles différentes. Grosso modo, on peut dire cependant qu'en Europe, il y a à peu près aux alentours de 13 à 14% de la population travail qui est à risque en burn-out ou qui a connu un burn-out. Il y a lieu aussi de savoir que ce pourcentage varie en fonction de la nature de votre métier. On sait que des métiers où l'individu est plus en contact avec un tiers, un client, un patient, un élève, risque de déclencher un burn-out si les conditions de travail deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en contact avec un patient, un client ou un élève, vous devez gérer l'émotion de votre élève ou de votre client et vous devez gérer votre propre émotion. Et cette rencontre permanente avec le travail sur l'émotion, en plus des circonstances organisationnelles que nous décrirons plus tard, peut être un facteur qui va vous précipiter dans le burn-out. Comment diagnostique-t-on un burn-out, Patrick? Le diagnostic est tout d'abord médical, bien sûr, comme je viens de vous le décrire, mais pour comprendre l'interaction, les conséquences de ce burn-out au niveau du travail, il y a lieu de aborder la situation d'un point de vue global, systémique. On sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs de risque qui vont amplifier, augmenter le risque de développer un burn-out suivant les organisations du travail. On sait aujourd'hui que pour prévenir un burn-out ou des burn-out, parce que ça peut être, c'est une contamination parfois, il faut faire attention à la charge de travail, celle-ci doit être gérable. Il faut prévoir et permettre à l'individu d'avoir une certaine forme d'autonomie, une liberté de décision dans la gestion de son métier ou la gestion de son temps. Il doit bénéficier d'une reconnaissance monétaire, bien sûr, mais aussi non monétaire, psychologique, dire merci, accompagner, reconnaître la valeur du travail et la contribution. C'est avoir un job description qui soit précis afin d'éviter l'éparpillement et l'épuisement de personnes qui sont à la fois au four et au moulin. La solidarité est importante, avec un sentiment d'appartenance au sein de l'organisation. Le respect de la justice, toutes les mesures doivent être équitables, doivent être identiques pour tous, les mesures de promotion, les mesures de sanction, etc. Et également, le respect des valeurs est important. Ici, on a souvent des personnes qui sont en dissonance, qu'on appelle en dissonance cognitive, parce que d'une part, elles ont des valeurs personnelles qu'elles aimeraient et qu'elles désirent mettre en application au sein de leur travail. L'entreprise, sur son site web ou bien sur les murs de l'entreprise elle-même, déclame qu'elle a des valeurs importantes et que les personnes sont importantes, alors que dans la pratique du quotidien, on voit des mesures et des façons de manager les gens qui sont tout à fait contraires. Si bien qu'à un moment donné, ça entraîne un conflit personnel, un conflit éthique et moral à l'intérieur de l'âme et de l'esprit de l'employé qui, à un moment donné, implose. Le respect entre vie privée et vie professionnelle est important
et l'accès à l'information l'est également puisqu'elle est nécessaire pour la réalisation de son travail. Vous pouvez imaginer que des systèmes de management où il y a de la pression, où il y a du micromanagement, voire même de la violence psychologique au travail, sont des managements qui sont irresponsables et qui creusent le lit du burn-out au niveau de l'organisation. Alors, le cadre légal. Dans certains pays, le problème est tellement endémique qu'il provoque des problèmes financiers importants. On sait aujourd'hui, par exemple, que les sommes qui sont allouées aux invalides de travail et aux absences de longue durée en Belgique, ces sommes équivalent à la somme qui est allouée au chômage. Donc le problème devient financier et le problème devient éventuellement juridique parce qu'il y a des dépôts de plaintes dans différents pays. Il y en a eu un récemment en France dans l'affaire de France Télécom, si bien que le pouvoir politique et législateur dans certains pays s'est inquiété. Si bien que en Belgique, par exemple, on a des lois qui encouragent, entre guillemets, l'employeur à faire des enquêtes pour avoir une idée assez précise des risques psychosociaux et des personnes à risque de façon confidentielle, avec obligation de prendre des mesures de prévention. En France, vous avez également une recommandation de l'État avec l'élaboration du document unique qui doit chaque année renseigner quelles sont les populations à risque et les mesures qui sont prises dans ce cadre de prévention. Au Québec, il y a également des lois et dans d'autres pays, il y a des balbutiements où il y a des prises de position plus fermes. Le burn-out est en fait repris dans certaines lois comme étant la conséquence et l'illustration de l'existence de risques psychosociaux, c'est-à-dire de conditions de travail qui vont mettre la personne en danger au sein de l'organisation. Nous avons évoqué tout à l'heure l'existence de 3 niveaux. Ces 3 niveaux sont à la fois interdépendants et mutuellement renforçants, ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle dans le sens où si ça va dans la mauvaise direction, on enclenche une spirale négative. La bonne nouvelle étant que si nous trouvons les leviers à un ou plusieurs de ces 3 niveaux, nous pouvons inverser la tendance et enclencher un cercle vertueux. Donc, c'est ce que nous allons analyser dans les prochaines minutes pour chacun de ces niveaux, à la fois les risques, mais également les leviers pour pouvoir en sortir par le haut. Et nous commençons par le niveau de la personne. Et là, Yoti, si tu peux lancer le premier sondage. Tout à fait. Donc, le premier sondage. Quel est mon vécu personnel par rapport au burn-out? 4 possibilités. J'ai déjà été diagnostiqué en burn-out. Je sens que je suis à risque. Pas d'alerte, mais je fais attention. Aucun risque que je tombe en burn-out. Vous êtes déjà à 70%. Et voilà, je vais arrêter le sondage ici. Nous sommes à presque 80%. Voici les résultats. Avec 40%, pas d'alerte, mais je fais attention. 32%, j'ai déjà été diagnostiqué en burn-out. 17%, je sens que je suis à risque. 11%, aucun risque que je tombe en burn-out. Que pensez-vous des résultats? Je crois qu'il y a une bonne conscience de soi, puisque j'entends que 40% des personnes font attention. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas nécessairement ce que nous observons. C'est la raison pour laquelle nous parlons plutôt d'un enjeu de guérison, parce que la plupart des personnes n'agissent pas de manière préventive et attendent l'effondrement pour pouvoir quelque part entreprendre les démarches. Donc ici, on sent une maturité dans la communauté des synergiens et des synergiennes, qui est plutôt évidemment une bonne nouvelle et une confirmation de notre rôle d'exemplarité dans le monde. Mais nous allons voir au niveau du parcours type ce que nous constatons jour après jour dans l'accompagnement des personnes. Patrick parlera également des particularités d'une personne en burn-out, des risques inhérents à l'accompagnement de ces personnes.
l'avantage de l'accompagnement pluridisciplinaire déjà évoqué, ainsi que des rôles, des postures et ressources des intervenants. Et finalement, nous vous partagerons les résultats observés. Donc, le parcours type d'une personne en burn-out, c'est ce que nous entendons de manière assez récurrente. Dans un premier temps, tout va bien, ça peut durer des années, la personne est vraiment actrice dans son domaine, elle est reconnue, elle trouve du sens et c'est en ligne avec ses valeurs. Et puis les premières alertes commencent à se manifester. Ça peut être suite à une situation vécue comme injuste, ça peut être une perte progressive de sens ou un manque qui devient de plus en plus chronique de reconnaissance, et ces alertes sont ignorées. Les signaux deviennent de plus en plus forts. Là, souvent, au plus fort étant les valeurs et le système de croyance, au plus résistant va être la personne, et en espérant que les choses se tassent et que la situation désagréable passe. Donc, elle fait front. Et là, effectivement, il est intéressant de constater que ce sont ces personnes qui ont des valeurs fortes et des croyances fortes qui ont contribué certainement à leur succès et qui se trouvent un petit peu démunis parce que ces croyances et ces valeurs fortes ont tendance à provoquer une accumulation de résistance psychique qui, à la longue, peuvent mener à l'épuisement. Il y a un moment où le point de rupture est atteint, et ça se manifeste soit par un effondrement, la personne ne se lève plus, ne parvient plus à se lever de son lit un matin, ou une crise de larmes en pleine réunion, ou une explosion de colère, qui mène inévitablement à un arrêt forcé, prescrit par soit le médecin traitant, soit par le médecin du travail. Et là s'enclenche la fameuse courbe de deuil où nous assistons à une période plus ou moins longue de marchandage, parce que la personne, malgré l'avis du médecin, va garder un contact avec ses collègues ou avec l'organisation, ne fût-ce qu'en consultant régulièrement ses mails. Il y a un moment où elle lâche prise, donc elle coupe momentanément tout contact avec l'employeur, je le dis sous les conseils répétés de son médecin, et ça, c'est la descente aux enfers. Donc, parce qu'il y a une perte de confiance en soi, il y a souvent une énorme fatigue qui se manifeste, donc c'est vraiment le trou noir, et il est nécessaire à ce moment-là de se faire accompagner. Il n'y a rien de pire dans des situations pareilles de rester prostré chez soi. La personne va avoir le choix, ou parfois n'a pas le choix, et elle va soit se diriger vers un changement de ce qu'on appelle le type 1, hein, que tout le monde, je crois, connaît, c'est-à-dire que pour des raisons ne fût-ce que financières, elle ne peut pas se permettre de rester trop longtemps absente. Et donc, elle va essayer, vaille que vaille, après une période pas trop longue de repos, de retourner à son travail, et là, vraiment, il y a un risque de rechute. Si l'occasion est propice, elle va entamer, au travers de l'accompagnement pluridisciplinaire, nous allons y arriver, un changement de type 2, où il y aura des prises de conscience, un assouplissement du système de croyance et une reconnexion aux véritables aspirations. Je parlais tout à l'heure d'alignement là avec mon œuf, mais je crois que les personnes sont dans le même type de processus, pour effectivement arriver à un moment, à un point d'inflexion. Il est intéressant de comprendre que la personne va passer par plusieurs étapes et par plusieurs types d'identité. Elle est d'abord victime, comme l'a souligné Marc, à savoir que elle va être dans une situation comme si le ciel lui tombait sur la tête. Tout lui échappe. Le contrôle de sa vie, le contrôle de la vie professionnelle lui échappe. Elle va essayer de négocier. Elle est alors dans une période de déni. Et ce n'est pas de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Le déni est un mécanisme psychologique qui permet à la personne de garder son intégrité, de ne pas se dissoudre, de ne pas se disloquer. Et c'est là le travail de l'accompagnateur, et en particulier ici du médecin et du psychologue. C'est d'amener tout doucement la personne à apprivoiser sa situation. Et de victime, elle va reprendre progressivement un contrôle sur sa vie,
en acceptant le problème et en ayant, d'une certaine manière, en entrant dans un rôle de patient. C'est le travail du psychologue et du médecin. Ensuite, une fois qu'elle aura la tête au-dessus de l'eau, qu'elle aura retrouvé un peu de puissance, que le corps se sera calmé dans toutes ses manifestations, c'est à ce moment-là qu'elle peut être accompagnée par le coach. Mais proposer un coach à quelqu'un qui est dans la phase aiguë, pour moi, est une erreur, parce que en parlant et en reparlant du travail, vous risquez de refaire flamber la symptomatologie. Vous ne rendez pas service à votre client en ce moment. Le tout, l'accompagnement global, étant de permettre à cette personne de redevenir acteur de sa vie. Et souvent, ça remet en question, ça réajuste toute une série de paramètres qui appartiennent non seulement à la vie professionnelle, mais aussi à la vie privée, avec le retour progressif dans le monde du travail qui doit être encadré tant au niveau médical qu'au niveau psychologique qu'au niveau du coaching. Il est intéressant d'ajouter que le retour au travail dans des bonnes conditions fait partie du processus de récupération. Donc, il n'est pas envisageable d'avoir une personne qui a 100% de ses capacités avant de retourner au travail. Mais il y a ce seuil qu'il faut bien évaluer de manière conjointe entre le médecin, le psy, le coach, les différents intervenants impliqués dans l'accompagnement et qui vont se concerter avec l'accord du patient client pour justement évaluer quand ce moment de transition, de retour au travail est le plus optimal. Alors, quand les gens retournent, c'est vrai qu'ils sont déjà mieux armés en termes de confiance en eux. Par contre, ce que nous constatons, c'est que la confiance dans le système est altérée, et parfois définitivement. Nous allons y arriver. Patrick, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport aux particularités d'une personne en burn-out? Alors, la particularité, la caractéristique la plus flagrante, c'est une fatigue, un épuisement. Ce sont des gens qui sont très actifs et à un moment donné, ils sont cloués au fond d'un fauteuil ou au fond du lit. Comme l'a dit et mentionné Marc, vous avez des gens qui se réveillent un matin et le corps n'en veut plus. C'est comme s'ils étaient paralysés. La tête, elle tourne, mais le corps ne bouge plus. Ensuite, vous avez toute une série de symptômes. Des problèmes de cognition, donc problèmes de mémoire, surtout la mémoire récente, des problèmes de concentration, ils doivent relire 3 fois la page du journal pour essayer de capter l'information, une difficulté dans les prises de décision, une indécision, ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire ils remettent à demain ce qu'ils doivent faire le jour même, des douleurs envahissantes, ou une exacerbation de terrains douloureux comme les migraines, ou bien alors des problèmes de type allergique, des problèmes cardiovasculaires, etc. Ils sont donc confrontés avec le vide et un sentiment d'inutilité. Un des réflexes assez communs, c'est, même s'ils sont en incapacité de travail, c'est de reprendre contact avec le travail. À cela, je leur dis souvent, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous risquez de mettre votre médecin traitant en reprenant contact avec le travail? Il vous a fait un certificat d'incapacité de travail et le travail éventuellement pourrait porter plainte contre votre médecin traitant pour falsification ou prescription d'arrêt abusif. À ce moment-là, il commence à comprendre que les choses sont sérieuses. Il y a donc un sentiment de honte parce qu'ils ont des croyances qui ont fait leur succès, mais qui à un moment donné deviennent obsolètes parce que tout change, qui est je dois être parfait, je dois tout contrôler, je dois dire oui, je dois être disponible et je ne mets pas les frontières. Ils souffrent aussi parfois d'un sentiment d'insécurité personnelle que l'on va essayer de reconstruire ou de construire avec le traitement psychologique. La date de retour est impossible à prévoir à l'avance. À travers l'accompagnement que nous avons mis en place, nos statistiques nous disent que, en moyenne, les épuisements importants demandent 6 à 8 mois d'incapacité de travail totale. Le médecin est important dans cette trajectoire parce que c'est lui qui va faire barrage devant certaines structures comme les assurances sociales, les médecins conseils, les médecins d'assurance, etc.
Les intervenants, que vous soyez coach, psychologue ou médecin, vous êtes extrêmement important dans la façon avec laquelle vous allez accueillir le patient ou votre client. Car bien souvent, ils sont baignés par toute une série de craintes du genre « je ne suis pas normal, j'ai failli, je suis malade, etc. » Nous sommes, à un moment donné, des hommes et des femmes de ressources qui pouvons lui envoyer à cette personne le signal que ce qui se passe est légitime et qu'il y a un avenir. Les angoisses qui vont survenir seront également liées au retour du travail et il faudra accompagner et analyser avec le client ou le patient tout cet aspect de méfiance, de perte de confiance vis-à-vis de l'employeur sur les épaules duquel le patient risque de faire porter toute la responsabilité. Or ici, il y a une co-responsabilité partagée et par la personne victime du burn-out et aussi par l'organisation du travail. Et c'est à cela qu'il va falloir s'atteler dans l'accompagnement. Tout ça implique évidemment des risques inhérents à l'accompagnement des personnes en burn-out. Il y a des situations humaines dramatiques. C'est pour ça que lorsque l'on s'occupe de burn-out, je recommande de ne jamais travailler seul. Parce que vous avez des situations humaines dramatiques où les gens sont mis en danger, tant au niveau de la santé qu'au niveau social, qu'au niveau personnel et psychologique, mais aussi au niveau financier. Ils sont parfois face à de la violence psychologique au travail qui malheureusement se répand de plus en plus. Les statistiques disent qu'il y a à peu près 11 à 15% des personnes au travail qui ont connu de la violence psychologique au travail, avec vécu ou non de harcèlement. Et ceci est un problème grave parce qu'il entraîne des conséquences biologiques extrêmement importantes. Il va falloir faire, en tant qu'intervenant, face à la charge émotionnelle intense. C'est la raison pour laquelle tout intervenant devrait, en théorie, je dirais, bénéficier de supervision. Pas seulement de supervision de coach superviseur, mais également de psychologue. Parce que la rencontre avec de tels drames va mobiliser des émotions intenses chez l'intervenant, voire même réactiver l'histoire de l'intervenant. Il faut s'assurer que l'intervenant, à travers son histoire et son intervention, ne projette pas certains éléments de souffrance personnelle sur et dans le scénario du client. Il va falloir donc accompagner le client à travers cette ambiance de victimisation, de résistance et de découragement. Nous serons comme la lumière au bout du tunnel. Il faut faire attention également de ne pas verser dans un sentiment et des réactions de toute puissance. C'est là aussi où il faut analyser ses motivations lorsque vous vous engagez comme coach ou comme psychologue ou comme médecin. Faire attention à ne pas, d'une certaine manière, vous soigner de vos propres émotions intenses ou drames personnels à travers l'accompagnement des autres. Et avoir soi-même vécu un burn-out est intéressant, mais n'est pas suffisant comme modèle, comme motivation, comme expertise pour accompagner les gens en burn-out. Il y a lieu aussi de se former et d'être au clair avec soi-même. Merci. Alors, je dirais que en tant que coach, je suis rassuré dans le fait de faire partie d'une équipe. Dans cet exemple, si nous parlons du réseau Burnout, parce que je sais que la personne a été prise en charge tant au niveau médical que psychologique, même travaille sur le corps avec les sophrologues, et donc ça me permet en tant que coach de me concentrer sur les aspects pratiques, éventuellement, je dirais, terminer le travail sur les croyances entamées par ou la psychologue, mais c'est plutôt les aspects concrets de retour au travail ou d'éventuellement de réorientation professionnelle. Et encore là, il y a une validation à opérer pendant le coaching pour voir si c'est un fantasme qu'a la personne de vouloir, par exemple, aller élever les boutons
dans le sud de la France, hein, si c'est tout à fait louable, et si c'est pas en réaction par rapport au traumatisme qu'il a vécu dans son travail. Et donc, ce travail de coach est nécessaire, mais vient plutôt en fin de parcours. Patrick, je te laisse peut-être un peu décrire les différents intervenants de manière un peu plus détaillée. Voilà. On a mis en place ce système parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le burn-out est multifactoriel. Donc, un médecin, par exemple, ne peut pas prétendre pouvoir contrôler et connaître tous les aspects de cette situation. Moi, par exemple, je ne suis pas psychothérapeute et je n'ai pas la connaissance, par exemple, que Marc a dans le lancement et l'accompagnement des startups. Donc, ici, il faut faire preuve d'humilité. Le système, ici, est basé sur le temps, la durée. Et tout d'abord, cela commence par souvent une incapacité de travail dès l'apparition des premiers symptômes par le psychiatre ou le médecin généraliste. Le médecin généraliste, pour moi, c'est le chef d'orchestre. Ensuite, on va proposer la prise en charge et le suivi par les psychologues. Dans l'équipe, on a souvent et surtout des psychologues de type comportementaliste et systémicien. Mais nous avons de temps en temps aussi des demandes pour des suivis d'inspiration psychoanalytique pour travailler le sens de l'existence. En parallèle, nous avons des sophrologues. La méditation ici est prématurée, étant donné que la méditation demande un effort de concentration important et que les personnes sont en difficulté sur ce point-là. La sophrologie permet de ramener la tête sur les épaules et de réinitier, de reprendre connaissance avec son corps. Ensuite, après l'intervention du psychologue et rétablissement de l'équilibre général, intervient le coaching. Et dans certains cas, il y a lieu d'avoir recours à des avocats qui sont également dans notre groupe, qui sont des avocats spécialisés dans le droit du travail et qui sont des médiateurs, qui sont là pour renseigner, pour informer, mais aussi parfois pour prendre contact avec l'employeur pour négocier des conditions de travail, voire même une rupture de contrat. Donc, intervenir dans ce domaine-là demande une exigence, demande de la formation, demande également d'être en lien avec d'autres intervenants. Il faut que l'information circule, il faut mettre entre parenthèses parfois notre ego et se mettre en position d'observation, voir quels sont les enjeux et les allées et venues, les allers-retours dans la relation qui lie le patient ou le client avec les différents intervenants. C'est une invitation à l'humilité, à l'humour. Il y a une remise en question permanente. Il y a des outils, mais Marc est plus compétent que moi pour vous les décrire. Et il y a aussi l'aspect systémique. L'aspect systémique qui doit tenir compte des règles de l'entreprise, de l'évolution en travers du temps, des boucles de rétroaction, en sachant quand même que le burn-out dans une entreprise, c'est le reflet miroir de l'organisation de cette entreprise. Et on voit parfois des gens qui sont en burn-out parce qu'ils ont joué un rôle de lanceur d'alerte. J'ai ici en tête l'exemple d'une comptable, fraîchement promue comptable dans son entreprise et qui assez rapidement a découvert qu'il y avait des comptes qui étaient erronés, faux, falsifiés. Évidemment, toute l'entreprise s'est défendue pour calmer et défendre son homéostasie et a chargé cette personne qui a volé en burn-out. Réintégrer quelqu'un dans ces circonstances-là demande une intelligence particulière et demande de comprendre que le système en tant que tel n'est pas nécessairement prêt à changer malgré que certains en burn-out lancent des signaux d'alarme. Donc, au niveau des outils, en quelques mots, hein, je crois que vous allez retrouver des outils que vous connaissez. Donc, Patrick a insisté, c'est vrai que l'approche systémique est certainement un outil fondamental dans ce type d'accompagnement. Nous avons évoqué la courbe de deuil, vous avez pu reconnaître la roue de Hudson aussi. Il y a les Evolution Loops, présentés par Fidiane Callioul, là, je crois, en fin 2018. La roue de Hudson nous avait été présentée par Sylvie Timmers. La colonne vertébrale du sens que tous les gens qui ont suivi la formation chez Vincent Lénart connaissent très bien. Max Meulemans nous a parlé des métaphores et c'est un outil extrêmement puissant pour des personnes qui n'ont pas nécessairement envie de conceptualiser des choses. Donc, l'utilisation des métaphores est un outil doux
et tout à fait approprié pour les personnes en burn-out qui sont en train de sortir d'un burn-out. Mais vous avez certainement aussi plein d'idées par rapport à ces outils-là. Il serait peut-être intéressant de les communiquer là-dedans par le chat là, ou par le moyen d'introduire des commentaires pour enrichir cette liste d'outils. Là, vous voyez connexion à la nature, là tout en bas. Et en fait, tant les intervenants que les personnes avec lesquelles nous travaillons, nous disposons de 3 leviers fondamentaux. Je crois que le premier levier est certainement une bonne connaissance de soi-même. Bon, c'est facile à dire, c'est un peu moins évident à mettre en place, ça prend souvent du temps, mais que se connaître son ou ses boutons rouges, savoir comment canaliser nos émotions, tout ça c'est vraiment fondamental. Je crois que ça va devenir de plus en plus fondamental dans le monde qui nous attend. Deuxième point, c'est la puissance, et nous l'avons évoqué ici avec la pluridisciplinarité, la puissance du collectif et de la collaboration. Je crois que nous devons accepter notre imperfection et le meilleur antidote par rapport à cette imperfection individuelle, c'est de faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui est vraiment qui n'est pas un mythe, qui fonctionne. Moi, je le vois très régulièrement, notamment là dans le mouvement de la transition et l'épicerie coopérative. Et ça nous permet de monter en puissance très très rapidement, alors qu'aucun de nous n'aurait pu avoir des idées aussi intéressantes. Et finalement, la connexion à la nature, qui est vraiment la base de la base, mais qu'on a eu tendance à oublier, c'est que la nature n'est pas simplement un objet de loisir, mais vraiment un environnement qui nous nourrit. Donc la nature, dans sa dimension nourricière, je crois que nous devons absolument en prendre conscience et vivre et travailler en tenant compte de cet élément fondamental. Les résultats observés, Patrick, je te laisse exposer ça. Alors, quelle est l'évolution et l'avenir de ces personnes? D'après notre expérience, nous voyons qu'un tiers de la population retourne dans la même fonction, un tiers dans une autre fonction ou un autre département et un tiers change d'employeur. Mais bien sûr, avant de rentrer, il y a lieu de négocier, d'un point de vue médical, éventuellement des mi-temps médicaux, éventuellement négocier lorsqu'il y a un vécu de violence psychologique au travail, de harcèlement, et lorsque éventuellement la personne est en face de harceleurs. Et là, il faut être très prudent parce que ces gens peuvent développer ce qu'on appelle un stress post-traumatique et parfois il faut faire alors intervenir la justice ou en tout cas un avocat pour négocier et rappeler le principe des lois à l'employeur. Mais donc, si la personne est bien accompagnée, la personne sort de cette crise par le haut, il n'est pas rare de voir en consultation des gens, au bout de 6 mois, revenir à la consultation en disant finalement, docteur, ce burn-out, ça a été une chance dans ma vie. Un petit moment de pause, parce que le sujet est lourd et je crois que voilà, se reconnecter. Je parlais de la nature là il y a un instant. C'est une photo que j'ai prise il y a une dizaine de jours là, lorsque nous étions en balade dans une région que les Belges connaissent bien, qui sont les cantons rédimés. Magnifique quoi. Et c'est peut-être aussi le moment de répondre aux questions, si vous en avez, puisque nous clôturons ici le chapitre du niveau de la personne. Et nous allons, je crois, parce que je tiens l'heure à l'œil, là, de manière un peu plus accélérée, couvrir le niveau organisationnel et le niveau sociétal. En effet, Chronos nous envoie des notifications. Donc, oui. Alors, nous avons une question de la part d'Emmanuel qui nous demande quelle est la distinction entre surcharge mentale et burn-out? Je dirais que la surcharge mentale est une des causes du burn-out. Autrefois, les problèmes d'accidents du travail étaient des accidents physiques parce que les conditions de travail étaient essentiellement physiques. Aujourd'hui, le travail, du fait du numérique et d'autres circonstances de travail, le télétravail à distance par exemple, entraîne des surcharges mentales, étant donné que l'esprit est occupé quasiment jour et nuit. Même si vous prenez votre douche, vous allez pouvoir et vous allez continuer à réfléchir sur votre business plan que vous devez lancer le lendemain matin. Et avec les téléphones portables et avec les moyens électroniques, tout le monde peut faire intrusion
dans votre vie privée, si vous-même, vous n'avez pas une certaine discipline à remettre les frontières, cette charge mentale risque de vous user progressivement et vous amener à l'épuisement professionnel au sens large du terme. Merci Patrick. Alors, Florine nous demande, quid du burn-out parental obéit-il aux mêmes lois et facteurs? Alors, comme je vous l'ai signalé, l'OMS, dans sa définition, insiste sur le fait que pour eux, le burn-out, il est professionnel. Mais il ne faut pas sous-estimer également le fait que certains parents se sentent à un moment donné épuisés. Et il est probable qu'il y a les mêmes symptômes, c'est-à-dire une fatigue, un épuisement, et vous avez de fait des mères ou des pères de famille qui vous signalent, qui le signalent avec honte d'ailleurs, que parfois ils ont l'envie de prendre leur gosse et de le jeter par la fenêtre, avec des manifestations d'agressivité, de tension, devant lesquelles ils sont tout à fait, je dirais, démunis, parce que dans le fond d'eux-mêmes, ils adorent leur enfant. Donc, les processus sont les mêmes, les plaintes vont être probablement les mêmes, mais dans la définition officielle du burn-out, ça n'est pas repris. Alors, une question de Nadine. Est-il possible que l'on ne récupère jamais à 100% nos capacités cognitives après un burn-out? Alors, les capacités cognitives sont de fait entamées dans les burn-out à tel point, l'importance est telle que aujourd'hui les chercheurs disent que ça devrait faire partie de la série des symptômes et du diagnostic. Alors, ce que l'on voit, c'est que les problèmes de mémoire et de concentration sont souvent plus lents à être récupérés et même coexistent avec après la rentrée au travail. C'est un problème certainement parce qu'on n'a pas de médicaments pour cela et le travail peut se faire via une rééducation ou un coaching avec des psychologues qui sont spécialisés en neurocognition. C'est une spécialisation en psychologie et eux ont des trainings ou des coachings spécifiques pour permettre à ces personnes de récupérer une partie des facultés. Mais à terme, ça revient. Merci, je vous laisse continuer pour la présentation. Niveau de l'organisation. Tu peux lancer le deuxième sondage, s'il te plaît, Yotis? Deuxième sondage, à la vitesse de la lumière. À votre avis, le degré d'implication des organisations pour prévenir le burn-out de son personnel est? Plusieurs possibilités, excellent, suffisant, correct sans plus, insuffisant, inexistant. Je vous laisse quelques secondes. On est à plus de la moitié et voici donc les résultats. 65% pour insuffisant, 16% correct sans plus et inexistant, 2% suffisant et 0% excellent. Eh bien voilà. Donc il y a loin de la coupe aux lèvres entre les bonnes intentions et la réalité. Et effectivement, c'est notre constat également. Patrick va nous expliquer brièvement, là, je te demande, Patrick, tes observations en tant qu'accompagnant et interventionniste, intervenant, au sein des organisations. Et puis nous toucherons un mot également au niveau de la posture et des ressources des intervenants. Et nous vous partagerons les résultats espérés. Vous voyez que nous sommes plus prudents dans la formulation. Tout à l'heure, là, au niveau de la personne, c'était les résultats observés. Maintenant, ce sont plutôt les résultats espérés. Alors, quelles sont les réponses des organisations au burn-out? Il y a eu une étude il y a quelques années qui a essayé de comprendre quelles étaient les raisons pour lesquelles les organisations ne s'engageaient pas dans des stratégies et des politiques de prévention. Et vous voyez que ça a été fait au niveau de l'Europe et grosso modo, les raisons, c'est une absence de ressources ou d'argent, disent les entreprises, ou bien une absence d'expertise, donc l'ignorance du problème, ou bien ça n'est pas dans la culture de la direction et de l'organisation, ou bien ils ont une absence de supervision, donc d'experts pour les accompagner. Et c'est bien souvent là le drame des responsables de ressources humaines, dans certains pays, de certains endroits, à qui on demande de mettre en place des stratégies de prévention, et une fois que la mission est donnée, on s'en détourne, et à la limite, on ne leur donne pas les moyens pour les implémenter. Si bien que ces personnes, à un moment donné, sont à haut risque de burn-out, puisqu'elles sont dans un message contradictoire. D'une part, on leur demande faites tout pour que ça change, et d'autre part, on ne leur donne pas l'argent, voire même, quand elles mettent en place les premiers plans
et stratégies, on va les écarter et faire comme si elles n'existaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils font appel parfois à des experts extérieurs et c'est à ce moment-là que nous devons essayer d'attirer la confiance, d'expliquer et de faire attention de ne pas bousculer le système lorsque nous venons avec des interventions pour respecter l'homéostasie du système. Donc, lorsque nous intervenons dans une entreprise, nous intervenons avec un modèle que nous avons mis au point qui s'appelle le GBOP, Global Intervention Burnout Program, et qui se base sur l'idée que pour changer quelque chose, il faut mettre en place une méthode un peu systématique. D'abord, il faut savoir de quoi on parle, le chiffrer, et nous proposons alors des diagnostics via des enquêtes anonymes évidemment, où on peut déterminer quels sont les facteurs de l'organisation du travail, reconnaissance, charge de travail, etc., qui vont mettre les personnes en difficulté. On peut déterminer quelles sont les populations en difficulté, les types de personnes en difficulté, je dis n'importe quoi, comme par exemple les mères de famille âgées de 35 ans qui sont managers depuis 3 ans et qui ont 2 enfants. Ce qui permet de faire des recommandations à l'entreprise, qui peut mettre en place des groupes de travail pour réajuster ces paramètres qui sont à l'origine du risque. On fait de l'information et de la sensibilisation, on explique ce qu'est le burn-out pour arrêter la stigmatisation, briser les tabous, que tout le monde parle le même langage. On fait du coaching individuel ou des équipes de prévention, on ne fait pas du soin ici, on fait de la prévention et on met en place ce qu'on appelle le Global Prevention Solution que je vais vous expliquer sur la dia suivante. C'est donc la prévention, elle passe par une prise de conscience de tout le système. C'est une culture qu'on va mettre en place et ça demande du temps. Ça demande du temps, de l'énergie et ça demande une implication, un soutien, un sponsorship de la direction. On travaille d'abord avec les membres de la direction pour leur expliquer ce qu'est le burn-out, la part de responsabilité et le plan général de développement. On met en place un comité de pilotage qui va gérer tout le programme au cours du temps. C'est eux qui vont assurer la pérennité. Donc, on met en place un réseau de vigilance qui sont des employés avec une certaine empathie, mais une certaine solidité psychologique aussi, dont la mission est de détecter et d'approcher les personnes qui sont en difficulté. Pas pour les guérir, mais pour les accompagner, pour briser le silence et briser le risque de solitude. Ce réseau de vigilance, on en parle dans toute l'entreprise, on sait à qui s'adresser en toute confidentialité. Et puis, on va également former les managers, on va leur parler du management préventif, on va les aider à détecter les gens ou les circonstances qui fragilisent leurs collaborateurs et ensuite, on va leur apprendre à se protéger eux-mêmes. Ensuite, on va informer toute l'entreprise pour que toute l'entreprise parle le même langage et arrête de stigmatiser, de faire porter la responsabilité sur les individus en se défilant au niveau de responsabilités de type managérial ou organisationnel. Ce sont des choses que nous avons mis en place dans différents secteurs d'activité avec, dans certains endroits, une réussite au niveau du changement, de l'évolution de la culture et du style de comportement de chacun et du style managérial, ce qui nous amène à la diapositive suivante. Peut-être pouvons-nous la passer, Marc. Voilà. Ceci est le témoignage d'un directeur des ressources humaines qui travaille dans le secteur de l'industrie du verre et qui nous dit, après la mise en place de ce programme, ces outils et la démarche volontariste font naître au sein des entreprises un état de conscience supérieur, on est moins dans le jugement, on est plus dans la solidarité. Et vous voyez que non seulement on travaille au niveau des individus, mais on travaille au niveau de l'esprit et presque au niveau de la philosophie du travail. Ce qui est intéressant aussi à observer dans ce témoignage, c'est de mentionner les 3 leviers là tout à l'heure d'une meilleure connaissance et une meilleure conscience de soi qu'on retrouve ici, plus de collectif qu'on retrouve dans le mot solidarité, ce qui n'est pas évoqué mais ce qui est évidemment indispensable, je crois, pour le futur de notre planète, c'est que les organisations respectent la nature. Voilà, ça c'est pour la partie organisation, un peu au pas de charge, mais comme on retrouve, je crois que c'est intéressant de
de mettre plus l'accent au niveau des personnes, parce que l'essentiel des questions que nous avons reçues là sous la vidéo tournait autour des personnes, mais on retrouve évidemment avec cette approche systémique le tout se retrouve dans la partie et la partie dans le tout, et donc on voit les similitudes entre le niveau organisationnel et le niveau personnel. De nouveau, s'il y a des questions par rapport à l'aspect organisationnel, c'est le moment. Alors, j'en vois pas pour l'instant, mais je vais en prendre une autre. Catherine nous demande, Patrick, vous n'avez pas parlé du taux de cortisol qui est un indicateur du niveau de stress chronique. Pourriez-vous développer un tout petit peu ce point? Alors, le débat sur ce sujet est ouvert. En psychiatrie biologique, qui est une spécialité de la psychiatrie, les experts disent que on n'a pas à disposition de marqueurs biologiques qui signent la présence d'un stress chronique, voire même d'un burn-out. Donc, aucun test comme le cortisol, comme le dosage des neurotransmetteurs, etc., ne sont pas fiables. C'est-à-dire, ils ne sont pas assez spécifiques. Vous avez des faux négatifs et des faux positifs. Et quand ils seraient, bien qu'ils seraient éventuellement positifs, ils ne sont pas assez sensibles. Ils ne vont pas détecter un changement vers le haut ou vers le bas. Donc le diagnostic jusqu'à présent, il repose sur la clinique, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on constate, et après avoir éliminé tous les autres symptômes ou maladies qui pourraient interférer avec l'épuisement professionnel. Alors, je vous laisse continuer. Oui, donc si tu peux lancer le troisième et dernier sondage pour le niveau sociétal, s'il te plaît. Oui, alors, le dernier sondage. La culture de notre société contribue au phénomène du burn-out. Qu'est-ce que vous en pensez? Fortement, moyennement, légèrement, pas du tout. Et vous n'avez même pas 5 secondes. Donc voilà, les résultats dans quelques secondes. Les voici. Vous êtes déjà à plus de 70%, donc bravo, très rapide. 83% fortement, 14% moyennement, 3% légèrement et 0% pas du tout. Effectivement, nous rejoignons tout à fait votre analyse. Et Pascal Chabot, je montre le livre, je ne sais pas si on le voit, qui est un philosophe belge, a écrit un très très bon ouvrage sur la question qui s'appelle Global Burnout. Et sa thèse, c'est que le burn-out est vraiment une pathologie de civilisation. Il y en a d'autres, hein, il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, etc. Mais c'est certainement le reflet d'un épuisement de l'humanisme dans nos sociétés occidentales, principalement des sociétés qui sont principalement omnibulées par le confort matériel et qui ont enclenché depuis la Seconde Guerre mondiale une industrialisation massive dans à peu près tous les secteurs, que ce soit, on a commencé par l'agriculture parce qu'il fallait nourrir les gens à la sortie de la guerre, et puis ça a été une industrialisation des objets et des appareils pour pouvoir augmenter le confort domestique, et puis ça a été l'industrialisation de l'élevage, parfois dans des proportions terrifiantes, industrialisation du tourisme, des loisirs, on voit même l'industrialisation au niveau des soins, tant au niveau des hôpitaux que des maisons de retraite. Donc, tout cela pousse vers une déshumanisation croissante et l'enjeu ici est donc essentiellement un enjeu d'alerte et si possible d'influence. C'est clair que la société a ces déficiences et ces pathologies qui vont rejaillir au niveau des organisations et des individus. Et cette logique de tout à la croissance et à l'efficacité provoque évidemment une exploitation à outrance de toutes les ressources, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient végétales, qu'elles soient animales ou même humaines, jusqu'à évidemment l'épuisement et la création de déséquilibres structurels dans les différents écosystèmes. À ce titre, il y a un film documentaire très intéressant de Jérôme Lemaire qui s'appelle Burning Out et qui
raconte le fonctionnement d'un hôpital à Paris, qui est l'hôpital, que je retrouve, voilà. L'hôpital Saint-Louis, effectivement, c'est dans le service de chirurgie et de réanimation, et c'est absolument édifiant. Un autre petit ouvrage écrit par le chef de service du service neurochirurgie au CHU de Tours, qui s'appelle Stéphane Velu, et le nom de l'ouvrage c'est L'hôpital, la nouvelle industrie, vient tout à fait corroborer ce constat tout à fait terrifiant. Donc, ce sont des ouvrages qui sont rapides à lire, mais qui sont vraiment très, très instructifs. Alors, Pascal Chabot indique aussi que le burn-out résulte d'un conflit entre deux forces. L'utile, la force de l'utile, qui est la force techno-capitaliste, hein, qui recherche effectivement l'efficacité et la croissance à tout crin, d'une part, et une autre force qui est apparemment contraire, qui est la force du subtil, et ça c'est l'humanité qui chipote dans son irréductible imperfection, dans ses fragilités, mais également dans sa fantaisie, dans sa créativité et sa tendresse. Et si la deuxième force, n'a pas beaucoup de sens, est fragile, la première n'a pas beaucoup de sens par elle-même. Donc, c'est tout cet équilibre que nous devons retrouver. Et pour ce faire, tout en sachant que nous faisons partie du système, donc il est impossible d'avoir un regard extérieur, il y a 4 étapes que nous suggérons au fil de nos discussions. Patrick et moi, nous avons identifié 4 étapes. La première, c'est de choisir clairement sa posture. Ça peut être un refus conscient, après mûre réflexion, et ça peut aller jusqu'à un engagement, voire une révolte, mais nous devons être clairs par rapport à la posture que nous prenons. Et ensuite, nous revenons à cette fameuse conscience de soi et conscience de nos limites, savoir faire le tri au niveau de nos croyances, conscience de nos limites parce que soit nous risquons de nous épuiser, conscience de nos limites parce que si nous ne sommes pas conscients de nos imperfections, nous pouvons faire pire que bien. De nouveau, miser sur l'approche collective et collaborative, c'est vraiment fondamental pour activer cette fameuse intelligence collective et reprendre notre juste place par rapport à la nature, donc pas au-dessus, mais en dedans, et reconnaître la nature sacrée de la nature. Tout à l'heure, Yotis a parlé de notre engagement, mon épouse et moi, dans le mouvement de la transition. En fait, ça se retrouve de plus en plus dans de nombreuses communes en Belgique, mais ailleurs également en Europe, en France, et surtout le mouvement des colibris, où ce sont des citoyens qui se réunissent pour lancer des initiatives concrètes, positives et symboliquement fortes. On a mentionné l'épicerie collaborative, et à ce titre-là, c'est intéressant de voir, nous avons à Waterloo 300 familles, plus de 300 familles actives dans cette épicerie coopérative, et il y a pas mal de personnes parmi les plus actives qui sont des personnes qui ont connu un burn-out, mais qui se retrouvent parce qu'elles y retrouvent du sens, des valeurs et de la reconnaissance. Alors, parmi les scénarios possibles, assez classiquement, il y en a 3. Le premier, c'est qu'on continue comme avant, donc on continue à miser sur la croissance. Ce sera sans doute que pour un temps, parce qu'à un moment ou un autre, nous atteindrons un point de rupture, et là, nous serons forcés de changer de manière plus douloureuse que si nous avions, et ça c'est le deuxième scénario, décidé de tirer les leçons et d'intégrer tous les paramètres dans l'équation, y compris le paramètre humain. Bon, ça demande un peu de courage, mais il vaut mieux enclencher et gérer soi-même le changement que le subir. Et ce qui est plus vraisemblable comme scénario, c'est une période plus ou moins longue de marchandage avec des avancées locales, régionales et des retours en arrière, en espérant qu'à un moment, nous arrivions à ce qu'on appelle un phénomène de cristallisation, comme le sel versé dans de l'eau. Lorsqu'on atteint un degré de saturation, il y a un changement d'état. Et là, nous espérons arriver à un niveau de conscience supérieur. Je trouvais ça pas mal sur un banc, cette petite formule, donc je voulais vous la partager. Et peut-être c'est le moment s'il y a encore l'une ou l'autre question par rapport au niveau sociétal.
avant de passer à la conclusion. Alors, les gens posent des tas de questions, mais l'une qui revient souvent, et Hélène la résume très bien, est-ce qu'il est possible par le coaching de prévenir out? Et comme on l'a dit, le coaching s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Et là, malheureusement, la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte finalement qu'ils sont à risque. Et il m'est arrivé effectivement d'observer des personnes à risque, mais il est parfois difficile de leur faire entendre raison. C'est-à-dire qu'ils sont tellement persuadés que ben voilà, tout va bien, que c'est passager, que finalement c'est pas pour eux, que sont pas du tout à risque, qu'il est parfois malheureusement obligé pour un coach de laisser la personne aller vers ce qu'elle doit vivre finalement. C'est assez frustrant. Mais voilà, nous ne sommes pas là pour diriger les personnes, nous sommes là pour les aider dans leur réflexion. Et parfois ça fonctionne, hein, parfois c'est entendu, mais parfois malheureusement ça ne l'est pas. Donc la réponse est assez mitigée par rapport à ça. Alors, dernière question, Karine, la robotisation des métiers qui place l'homme face à l'intelligence artificielle est-elle un catalyseur de burn-out dans les organisations? Mais je crois que le mot est assez explicite. Hein. Artificialisation de l'intelligence, c'est clairement mettre l'humain de côté. Donc, je crois que autant l'artificialisation de l'intelligence peut être utile à partir du moment où elle est circonscrite et où l'humain reste quelque part l'opérateur de cette intelligence artificielle, mais c'est pas les signaux que nous observons. Nous avons l'impression que dans la même logique que de tout à la croissance, nous allons sans doute aller vers tout à l'artificialisation de l'intelligence. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un débat philosophique très sérieux à enclencher le plus rapidement possible. Donc, le burn-out aujourd'hui est un mal qui se répand tant au niveau de l'individu, mais au niveau de l'organisation aussi. Le burn-out est une épidémie. On sait que dans les études, un burn-out, quelqu'un qui est en burn-out dans un groupe risque de contaminer le groupe. Au niveau de la personne, il s'agit de l'aboutissement d'une certaine rigidité psychique face aux événements. Les outils qui ont fait son succès, à un moment donné, deviennent obsolètes. Et au niveau de l'organisation, ça pose évidemment des questions sur l'éthique et les messages contradictoires, la dissonance cognitive entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et au niveau sociétal, ça pose des questions au niveau des valeurs. Ou bien on continue la fuite en avant, tant pis pour celles et ceux qui ne suivent pas, c'est une sorte de sélection naturelle, ou bien nous prenons nos consciences et nos responsabilités, nous nous demandons finalement quel est le monde que nous allons céder aux autres, on s'arrête et on se repose les questions un peu différemment pour trouver des solutions différentes. Ça suppose de l'engagement, parfois une prise de risque. Oui, effectivement, c'est une opportunité de remise en question à chacun des niveaux, autant au niveau personnel, où là c'est une invitation à une meilleure connaissance de nos mécanismes intérieurs, au niveau organisationnel, une invitation à intégrer les dimensions éthiques et humaines dans les priorités. C'est possible, il n'y a pas de raison que ce soit que l'argent qui soit la priorité. Et au niveau sociétal, c'est une invitation à élargir la notion de croissance à des domaines ou des dimensions moins tangibles. Et c'est également une invitation à remettre les logiques économiques, financières et technologiques à leur juste place, c'est-à-dire au service de l'humanité et pas l'inverse. En même temps, il ne faut pas s'illusionner, parce que la résistance est forte, le système va réagir, et donc il va falloir être intelligent. Et l'intelligence, elle passe par l'intelligence collective et par le lien. Par l'intelligence collective qui va nous permettre d'échanger, mais aussi de ne pas être seul. C'est rétablir l'équilibre subtil, c'est celui de la créativité, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, pour ajuster ou adoucir, apprivoiser ou même supprimer ces endroits où l'utile est envahissant. Il s'agit d'un projet au niveau de la conscience collective. C'est aussi accepter notre imperfection, que tout n'est pas l'idéal
et que nous ne sommes pas tout puissants, même si le climat ambiant voudrait nous en persuader. Et enfin, c'est reprendre notre juste place dans la nature, mais d'abord, la première place à reconquérir, c'est la place à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, effectivement, c'est le moment de se poser des vraies questions. Hein. Quelle vie souhaitons-nous vivre? Quelle vie souhaitons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui suivent? Une conclusion assez classique, hein, mais tout à fait fondamentale. Un grand merci Patrick et Marc pour votre présentation très enrichissante en cette période particulière. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie et également présidente actuelle de l'ICF Tunisie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Patrick, bonsoir Marc, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Ça s'est très très bien passé. Effectivement, nous avions énormément de monde, beaucoup de questions, mais également beaucoup de compliments vis-à-vis de Patrick et de Marc. Donc je vais en prendre quelques-unes. Alors Fabienne, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et passionnante. De la part de Eva, merci aux deux intervenants, une présentation très complète et qui couvre tous les champs. De la part de Gisèle, excellent webinaire, merci. Sylvia, merci beaucoup pour tous ces insights, c'est super enrichissant. Émilie, merci pour tous ces éclairages. De la part de Muriel, très belle présentation. De la part d'Anne, merci infiniment pour le sujet très bien traité par Patrick et Marc. De la part de Marie-Anne, c'est vraiment super intéressant. Merci mille fois Marc et Dr Mester. Et il y en a encore, hein, beaucoup. Ça continue, hein. Je vois Dimitri qui dit impressionnant webinaire. Bravo à Marc et au Dr Mester. Tellement vrai, tellement urgent à intégrer dans les organisations. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez la présentation de ce webinaire comme d'habitude sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. Vous avez aimé ce webinaire, vous voulez nous le faire savoir, vous n'avez pas la possibilité de nous le dire de vive voix, ça c'est vrai. Par contre, vous avez la possibilité de nous le faire savoir grâce à un petit pouce bleu, ce qui va nous envoyer un peu d'ocytocine. N'est-ce pas, docteur? Et en plus de cela, ça va créer chez nous de la dopamine pour les prochains webinaires, de l'énergie qui nous sera nécessaire pour vous organiser encore plus de webinaires comme celui-ci. Alors, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Qu'avez-vous envie de partager avec nos deux orateurs, au docteur Patrick Mesters ou bien au Master Coach Marc De Wilde? Mettez tout cela en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Patrick puis Marc, je vous laisse le mot de la fin. Bien, je voulais vous remercier. Je pense que plus on en sait sur ce sujet et plus grand sera le nombre de personnes qui s'intéressent au sujet de façon professionnelle, plus on a de chances de changer ou de participer au changement de l'humanité. Et moi, en clin d'œil avec Max Meulemans, et pour partir d'une image évoquée par Pascal Chabot là, dans son livre Global Burnout, je dirais que l'œuvre au noir du burnout peut engendrer autre chose que du plomb. Il est possible de s'en sortir par le haut, nous le voyons quotidiennement avec les personnes que nous accompagnons. Et ces personnes sont les pépites d'or qui nous donnent l'espoir dans ce gigantesque processus alchimique que nous sommes tous en train de vivre. Et je crois que, aussi bien en tant qu'intervenant, qu'en tant que citoyen, qu'en tant que parents ou grands-parents, nous avons une partition à jouer. Merci Patrick, merci Marc, merci Nefissa, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir tout le monde.